Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Soyez les bienvenus, chers auditeurs de la radio publique africaine, au journal de ce mardi 23 septembre l'an 2025. Passons immédiatement au sommaire de l'édition. 4 personnes, dont un militaire en retraite, ont été soit enlevées, soit portées disparues dans une période de moins de 2 mois. Leurs familles sont en pleine consternation. Mécontentement chez les cultivateurs de la vallée de Kawoya, de la colline Erukana en commune Chibitoke, empêchés de se rendre encore dans leurs champs. Il serait reproché de collaborer avec le mouvement M23 qui opère à l'est de la République démocratique du Congo. Enfin, le gouvernement tanzanien ne relâche donc ni autre. Les réfugiés burundais doivent impérativement quitter ce pays et être rapatriés de force, a réaffirmé ce lundi un officier supérieur de l'armée tanzanienne. Restez à l'écoute, dans quelques instants, l'édition complète. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page réfugiés. Le gouvernement tanzanien maintient sa décision de rapatrier de force les réfugiés burundais. Le colonel général Rajabu Kanani, officier chargé des opérations dans ce pays, a annoncé lors d'une réunion tenue ce lundi à l'intention des représentants de différentes confessions religieuses du camp que le plan de rapatriement forcé est déjà finalisé. Il a clairement indiqué que les discours ou oppositions exprimées ici et là ne les empêcheront pas de mettre ce plan à exécution, selon ce témoignage d'un réfugié burundais. Kanani Général Rajabu Kanani yavuze amajambo akomeye cyane aho yavuze ko le colonel général Rajabu a tenu des propos extrêmement occupants. Il a déclaré que le plan de rapatriement forcé était déjà finalisé et qu'il s'agissait d'un ordre irrévocable. Il a dit, je cite, c'est votre dernière chance. Moi, je suis chargé des opérations dans ce pays et très bientôt, je viendrai personnellement organiser votre retour. Vous avez refusé de rentrer volontairement à un moment où il vous est même permis d'emporter les tours de vos maisons. Vous avez vu qu'en 2012, les Rwandais n'ont rien pu emporter. C'est cela qui vous attend. C'est le choix que vous avez fait. Il a ajouté, il n'existe aucun programme de réinstallation dans un pays tiers pour les réfugiés burundais et nous ne comptons pas leur accorder la nationalité tanzanienne. La seule solution raisonnable est de rentrer dans votre pays. Vous êtes à proximité de la frontière du Burundi. La tâche n'est donc pas difficile. Ceux qui veulent parler, parleront. Ceux qui veulent écrire, écriront. Mais rien ne nous empêchera d'exécuter ce que la loi tanzanienne nous autorise. Il a poursuivi avec des propos ravivant la douleur des réfugiés burundais déjà traumatisés par des actes de violence. Certains ont été tués par balles, d'autres blessés à coups de machette et tous ont subi des persécutions de différentes formes. Nous lançons un appel urgent à la communauté internationale afin qu'elle analyse avec sérieux ces déclarations. Elle doit saisir cette occasion pour agir et protéger les réfugiés burundais car la Tanzanie a déjà prouvé à maintes reprises qu'elle ne souhaite pas leur présence sur son sort. Il faut les sauver avant que davantage de sang ne soit versé car les signes avant-couleurs d'un drame sont déjà visibles. amaraso ataraseseka kuko niyo munsi gusesekara tubona azobazwa ne. C'était là un témoignage d'un réfugié burundais du camp de Nyarugusu en République unie de Tanzanie. Malgré que ces réfugiés burundais ne cessent de recevoir des menaces de la part des autorités tanzaniennes de les soumettre à un rapatriement forcé, dans les réunions que le gouvernement tanzanien a tenues en octobre 2021 avec le HCR, l'État tanzanien avait affirmé qu'il ne comptait pas chasser les réfugiés burundais. Cela a été la réponse fournie par Olga Sarado, la porte-parole du HCR à la RPA, le 9 décembre l'an 2024. Pendant cette période, ces réfugiés avaient été annoncés par les responsables des camps de réfugiés qu'ils n'ont que jusqu'au 31 décembre l'an 2024 pour retourner au Burundi. Suivez plutôt Olga Sarado, la porte-parole du HCR. Le gouvernement de la Tanzanie nous a confirmé que personne serait retourné au Burundi
et que les camps continueraient à fonctionner et que toute répatriation, ça se ferait en ligne avec ces accords, l'accord tripartite, et ça serait de façon volontaire. Et on a reçu ces indications du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères. Et récemment, en octobre 2024, il y a une grande réunion ici à Genève qui s'appelle le comité exécutif des hauts commissaires, où encore une fois, le gouvernement de la Tanzanie a informé les hauts commissaires de la disposition à aussi essayer de trouver des solutions durables pour ces réfugiés burundais qui ne peuvent pas peut-être retourner pour des raisons de protection, etc. Et de travailler ensemble avec l'HCR et avec des autres partenaires pour trouver des solutions durables en collaboration aussi avec les réfugiés pour pouvoir mettre en place des solutions qui permettent les réfugiés de Burundi de rester dans les pays et de continuer leur vie de façon digne. On est conscient de ces informations et de ces préoccupations, et c'est pour ça que j'insiste sur l'importance de la conversation qu'on continue avec les autorités et de transmettre ces informations au niveau du terrain aux réfugiés aussi, et pour balancer cette information qui peut causer des préoccupations, notamment pour certains réfugiés. Mais comme je disais, dans notre conversation avec les autorités, ils nous réassurent que cette expérience d'accueil de réfugiés, ça va continuer et qu'il n'y aura pas de retour forcé. C'était Olga Sarado, la porte-parole du Haut Commissariat pour les réfugiés. Dans notre édition de demain, vous allez entendre ce que la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a déclaré par rapport à cette question cruciale de rapatriement des réfugiés burundais. Une courte pause, et puis nous abordons la page sécurité et droits de l'homme. RPA. 4 personnes sont sans trace depuis une période d'au moins de 2 mois, dont un militaire en retraite enlevé par des éléments de la police burundaise dimanche dernier. Les familles et proches exigent de la lumière sur le sort de leurs. Emmanuel Nyungeko nous parle de ces cas de disparition. L'exemple en date est celui d'un certain Audace Ichoyitungiye, militaire en retraite, natif de la zone Gisozi, commune Mwaro, en province de Gitega. Il résidait dans le quartier de Mutakura, zone Chibitoke, commune Ntahangwa, en province de Bujumbura. Les informations en possession de la RPA font savoir que ceux qui dynapèrent sont des éléments de la police nationale qui l'ont surpris arrivé sur le pont de la rivière Nyabagere dimanche dernier, 21 septembre 2025. Des sources parmi ses proches révèlent que c'était vers 10 heures, alors qu'il rentrait de la messe. Une voiture de type camionnette Toyota double cabine sans plaque d'immatriculation, à bord de laquelle 5 policiers l'a embarqué Manu Militari et a pris la direction de Mutakura, d'où elle était venue. La famille dit l'avoir cherché dans les cachots de la zone Chibitoke, Bubanza et celui de la documentation près de la cathédrale Regina Mondi, mais sans succès. Un autre cas est celui du nommé Alexis Nimbona, vivant en Suède, qui a été immobilisé le 12 septembre 2025 par des agents du service de renseignement à l'aéroport de Bujumbura, Melchior Ndadaye, à son retour au pays, puis conduit dans le cachot de la police judiciaire de Jabe. Il a été relâché le 13 septembre, puis appelé en date du 14 pour venir récupérer ses téléphones portables. Depuis ce jour, il est sans trace. Les mobiles de son arrestation ne sont pas connus. Le troisième est renommé Onésime Hakizimana, originaire de la localité de Bukwanzi, zone Mwakiro, en province de Buhumuza. Ses proches indiquent qu'il a quitté sa famille en date du 3 septembre 2025 pour aller visiter ses amis de Karusi avant de continuer à Gitega à la rencontre de celui qu'il avait promis de l'emploi. Après 2 jours, il était injoignable sur ses téléphones portables. La 4e personne qui est introuvable depuis le début du mois d'août cette année 2025 est renommée Fabienne Zigimana, qui habitait la ville de Gitega. Natif de la colline Muzenga, commune Mutaho, dans cette même province de Gitega, Fabienne Zigimana aurait été enlevé à Gisuru par des agents du service national des renseignements. Ses proches indiquent que la famille a été obligée de payer une rançon dont on ignore le montant pour qu'il soit libéré, ce qui malheureusement n'a rien donné. Les familles et proches de toutes ces victimes exigent de la lumière sur le sort de leurs.
Merci à Emmanuel Niyungeko. Indignation chez la population qui menait des activités champêtres dans la vallée de Kaboya, située sur la colline de Rukana, en commune de Chibitoke, qui affirment avoir été victimes d'injustice après qu'on leur ait interdit d'y retourner. Ils ont été signifiés qu'il s'agissait d'une mesure liée au renforcement de la sécurité sur la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Cette décision, prise il y a 2 jours par différentes autorités, dont des administratifs, a été justifiée par des soupçons selon lesquels certains de ses habitants collaboreraient avec le mouvement armé M23 en lutte contre le gouvernement congolais. Plus de détails avec Éloge Divin Remesh. Ils sont plus de 100 personnes qui cultivaient dans la localité d'Okaboya, située sur la colline Rukana, commune Chibitoke, qui se lamentent d'avoir été empêchés depuis 2 jours d'y retourner pour travailler. Tout est parti de l'arrestation d'un habitant de la localité qui a traversé cet endroit pour se rendre en République démocratique du Congo pour vendre ses marchandises. Selon des informations recueillies sur place, il aurait été arrêté par des Imbonerakure et des militaires qui l'ont accusé d'être en lien avec les rebelles du mouvement M23 en lutte contre le gouvernement congolais. Par après, ces mêmes Imbonerakure et militaires ont interdit aux cultivateurs d'Okaboya, qui occupaient un domaine agricole de 80 hectares, d'y retourner. Des maisons habitées jusque-là par des cultivateurs ont même été démolies et ceux qui les ont démolies ont expliqué que la mesure est justifiée par les autorités comme une nécessité de surveillance sécuritaire. Actuellement, au-delà de la souffrance, ces cultivateurs redoutent non seulement le vol de leurs récoltes, mais aussi la confiscation de leurs terres. L'un d'entre eux témoigne. Nous pensons que cette décision n'est qu'un prétexte pour nous malmener. Aussi, nous craignons que des voleurs procèdent au vol de nos cultures. Les cultures se trouvant dans les champs de ces citoyens sont composées de manioc, de maïs, de patates douces, de coton et d'autres. Leur souhait, après plus de 50 ans d'activité agricole menée par leur famille à Kaboya, est qu'on les laisse retourner cultiver leurs champs. Nous demandons avec insistance qu'ils nous laissent poursuivre nos activités. S'ils veulent réellement sécuriser la frontière, qu'ils s'organisent afin qu'ils identifient ceux qui souhaitent la traverser et qu'ils effectuent les contrôles nécessaires. Contacté par téléphone pour recueillir sa réaction, Nadia Neza Eloge, administrateur de la commune Chibitoke, n'a pas répondu. Mais selon des sources proches de l'administration communale, cette autorité a affirmé qu'il s'agissait d'une mesure irréversible afin de permettre aux forces de sécurité de contrôler la zone pour des raisons sécuritaires. Ces mêmes sources ajoutent que le même administrateur communal a indiqué que toute personne qui tenterait de braver cette interdiction devrait être punie. Merci à Éloge Divin Lemesha. En politique, dans notre feuilleton sur la ruse employée par le parti CNDD-FDD pour manipuler le pays depuis son arrivée au pouvoir, dite Edi Saratoga, aujourd'hui nous revenons sur le discours du président Évariste Ndayishimiye sur les problèmes qui minent le secteur judiciaire. C'était en août 2021 dans une rencontre avec des acteurs de ce secteur. Suivez. Voir les Burundais qui m'ont élu, qui m'ont placé devant eux pour que je les dirige, souffrir comme je l'ai constaté. Il n'y a aucune commune sans au moins 50 personnes en train de pleurer. De quoi pleurent-elles? De la justice. Dis-moi, toi en tant que chef de l'État, que ferais-tu? Que déciderais-tu? Surtout si tu es conscient et que tu prends au sérieux ta mission. Là, je vois que tous sont en train de pleurer. Les gens sont accablés. Leurs larmes m'ont touché. Et je me suis dit, avant que je ne pleure en cachette, il vaut mieux que j'aille pleurer devant eux. Et si je trouve qu'ils sont sans compassion, alors je renoncerai. Ici, quand je pleure devant vous, vous n'avez pas pitié de moi, alors que vous m'appelez Père de la Nation. Sais-tu ce que cela veut dire d'appeler quelqu'un papa et après tu le fais pleurer exprès et injustement? Pensez à moi. Chaque jour, je reçois plus de 1000 plaintes et je trouve qu'elles sont toutes fondées. Alors, laissez-moi pleurer à leur place pour que vous entendiez mes larmes au moins, que vous les perceviez et que vous sentiez ma douleur. Au nom du peuple, je suis en train de pleurer.
C'était là le président burundais Evariste Ndayishimiye. Notre confrère Bob Rugurika, à qui un des ténors du CNDD-FDD a récemment dévoilé cette ruse, explique que si le président avait réellement la volonté de restaurer le secteur judiciaire, il n'aurait pas choisi d'aller pleurnicher devant les magistrats, mais plutôt il devrait prendre des mesures irrelatives. On l'écoute. Ce langage d'Evariste Ndayishimiye, c'est ce qu'ils appellent Igisalatoga. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, lorsqu'il parle, on a l'impression qu'il est triste, qu'il compatit avec le peuple victime d'injustice. Mais au fond de lui, il sait que le CNDD-FDD ne peut pas diriger s'il y avait une vraie justice au Burundi. Alors, il prend un moment et dit « Moi, je prendrai toujours du temps pour organiser des rencontres avec les juges, je pleurerai. » Et c'est exactement ce que vous le voyez faire lorsqu'il dit « Aujourd'hui, je viens pleurer devant vous. » Vous l'avez entendu dire qu'en un seul jour, il reçoit 1000 plaintes et que ces plaintes sont fondées. Mais nulle part, il n'a dit parmi ces plaintes que nous avons reçues, la présidence de la République, avec le ministère de la Justice, ou bien le procureur général, avons traité ceci et cela, avons constaté que les choses se passent ainsi et avons pris telle et telle décision. Que des juges ont été suspendus, d'autres sanctionnés par des mutations disciplinaires, que des citoyens ont obtenu justice. Il ne le dit pas. Pourquoi? Parce qu'il ment. Ndayishimiye trompe le peuple. Car Ndayishimiye, en tant que chef de l'État, est aussi le magistrat suprême. Ce pouvoir, il le tient de la Constitution. C'est-à-dire que dans cette rencontre, il parle aussi comme magistrat suprême. C'est lui qui dirige tout l'appareil judiciaire. Et il ne travaille pas seul. Il a des milliers de personnes salariées uniquement pour suivre la gestion du pays, pour identifier les fautes commises, afin qu'elle soit corrigée. Qu'est-ce que cela signifie? Ndayishimiye, en tant que magistrat suprême, ne devrait pas venir pleurer devant le peuple, il ne devrait pas venir pleurer devant les juges, mais plutôt annoncer les mesures qu'il a prises. Cependant, dans cette mise en scène, leur ruse baptisée Igisalatoga, il fend et dit « Je sais que le peuple est attristé, que tout le pays est tourmenté parce que nous leur volons leur argent, parce que nous leur volons leurs maisons, leurs terrains, parce que nous leur volons leurs droits. Pour éviter qu'ils ne finissent par se révolter, je vais organiser des rencontres avec les juges et mettre en œuvre ce code d'Igisalatoga. Je viens et je pleure pour apaiser les Burundais, qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils voient que leurs dirigeants, le président Ndayishimiye, souffrent comme eux. C'était là le journaliste Bob Rugurika. Dans nos éditions de demain, nous vous présenterons comment le président Ndayishimiye a utilisé l'Igisalatoga dans le dossier des milliards détournés alors qu'ils étaient destinés à la construction du barrage d'Omanda. Page santé à présent, le manque de planification fait partie des grands défis auxquels fait face la politique de gratuité de soins de santé pour les moins de 5 ans et les femmes enceintes. Un problème organisationnel dont souffre d'ailleurs tout le secteur de santé. N'est-ce pas, Josiane Moudzamed? La politique de gratuité de soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans est une politique qui demande énormément d'argent. C'est pour cela que des organisations internationales ont été approchées et ont pour la plupart accepté d'y contribuer. C'est notamment le cas de l'ONG Enabel qui paie une grande partie des factures relatives. Selon nos sources au sein du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, l'Enabel s'est toujours acquitté de ses paiements à temps, et ce depuis 2006, année à laquelle cette politique est entrée en vigueur. Ici, la question qui se pose est de savoir où va tout cet argent, puisque presque tous les hôpitaux réclament des arriérés d'une année et plus au gouvernement. Un des cadres du ministère de la Santé contacté par la RPA a reconnu les faits et nous a révélé que Gitega donne de temps en temps des petites sommes insignifiantes pour diluer la tension et montrer ainsi aux bailleurs qu'ils respectent le contrat. Pour illustrer cela, ce cadre donne l'exemple des hôpitaux qui réclament 80 millions et qui n'ont reçu que 1 à 2 millions seulement. Quant aux centres de santé, certains reçoivent entre 500 000 et 1 million de nos francs, alors que les factures fournies pour remboursement avoisinent les 20 millions. Résultat, certains hôpitaux et centres de santé n'acceptent plus de prendre en charge gratuitement les deux catégories ci-haut citées,
Faute de moyens, la même source fait savoir que la dette que le gouvernement doit aux hôpitaux et centres de santé est comprise entre 20 et 500 millions de francs burundais. Et ce n'est pas que cette politique de gratuité des soins qui gangrène ce secteur, car c'est tout le système qui est malade. Tenez, le gouvernement a décidé que désormais les personnes qui utilisent les cartes CAM vont payer 500 francs et 12 000 en tout et pour tout, 500 étant le ticket modérateur pour ceux qui ne sont pas hospitalisés. Le reste était censé être payé par le gouvernement, mais en vain. Idem pour les affiliés de la mutuelle de la fonction publique, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces affiliés ont du mal à se procurer certains médicaments dits trop chers, car les pharmacies préfèrent les vendre à 100% afin d'éviter de travailler à perte. Et dans tout ça, c'est le citoyen lambda qui paie pour cette incompétence gouvernementale, car il se voit contraint d'acheter des médicaments à un prix très élevé, des médicaments qui, si rien n'est fait dans l'immédiat, risquent aussi de manquer à cause des impayés de l'État qui font que les pharmacies ne sont plus à mesure de s'approvisionner régulièrement. Merci à Josiane Mouzaneza. Des employés de la microfinance Ojemri, située à Bujumbura, la capitale économique, dénoncent des mutations qu'ils jugent arbitraires. Selon eux, ces transferts ne respectaient pas les dispositions légales en vigueur. Les travailleurs qui se sont confiés à la RPIA estiment que ces mutations sont en réalité une stratégie déguisée visant à provoquer leur licenciement. C'est un reportage signé David Claude Bananaï. Ces employés de la microfinance Hot Family, classés microfinance de première catégorie, dénoncent des mutations imposées par la direction qu'ils jugent injustes et non conformes à la législation. Ils accusent le responsable de cette institution primitive Mugiraneza d'utiliser ces transferts comme un moyen de pousser certains salariés vers la sortie. Lorsqu'un employé n'est plus bien vu par sa hiérarchie, on lui impose une mutation qui n'est pas conforme à la loi, dans l'unique but de le pousser à démissionner afin d'attribuer son poste à une autre personne choisie par la direction. Normalement, lorsqu'il ne s'agit pas d'une mutation disciplinaire, l'employeur devrait d'abord s'assurer que l'agent est en mesure de travailler dans le nouvel endroit. Mais dans la pratique, cette étape est souvent ignorée. On impose une mutation, puis lorsque le salarié n'arrive pas à assumer ces nouvelles tâches, on trouve des prétextes pour le licencier. Selon toujours ces employés, ces pratiques ont déjà contraint certains d'entre eux à quitter leur poste. Beaucoup d'employés de cette microfinance ont déjà perdu le travail à cause de cette injustice. Certains ont porté plainte auprès des instances compétentes, mais jusqu'à présent, aucune suite concrète n'a été donnée en raison du contexte judiciaire actuel. La rédaction de la RPIA n'a pas pu joindre jusqu'à présent le responsable de cette institution, Primitive Mugiraneza, pour s'exprimer sur la situation. Le Code du travail burundais précise que la mutation doit être sollicitée par l'employé et appliquée de manière équitable sans constituer une sanction. Lorsque c'est l'employeur qui initie le changement, il doit faciliter l'adaptation du salarié à son nouveau poste. Merci à David Claude Bananaï. Page sportive pour clore cette édition. La troisième journée du championnat du monde de cyclisme sur route est réservée aux juniors filles et garçons de moins de 19 ans. C'est une course contre la montre en individuel de 18,3 km pour les filles et 22,6 km pour les garçons. Le résultat de la course avec Désiré Hatundiman. Lors de cette course contre la montre sur une distance de 18 km et 300 mètres, la jeune Hollandaise de 18 ans, Megan Harris, est devenue ce 23 septembre 2025 championne du monde de cette discipline. Elle a mis 25 minutes 47 secondes et 41 centièmes pour parcourir cette distance. Elle a devancé l'Espagnole Paula Ostiz, classée deuxième de 35 secondes 30 centièmes, et la troisième place est revenue à Oda Gissinger de la Norvège. L'Africaine la mieux placée est l'Éthiopienne Kiros Tsige, arrivée à la 24e position sur les 47 participants. Chez les hommes, la médaille d'or est allée encore une fois en Hollande. C'est le jeune Michiel Mouris qui a utilisé 29 minutes 7 secondes 61 centièmes pour une distance de 22 km 600 mètres, terminant premier de cette course contre la montre, devenant ainsi le champion du monde. Ces médailles gagnées par les cyclistes hollandais chez les jeunes prouvent combien ce sport se développe dès le jeune âge dans ce pays. Michiel Mouris a devancé l'Américain
Barry Ashley de 6 secondes et 84 centièmes et la troisième place est revenue au Belge Sef Van Kerkhoff. Pendant cette course, les cyclistes ont eu des difficultés énormes dans les pavés. Les cyclistes qui se sont bien comportés dans ces pavés ont été parmi les mieux classés. Ce mercredi, la compétition va continuer pour la 4e journée où il y aura un relais mixte sur une distance de 42 km 400 mètres. Merci à Désiré Hatungimana. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, et c'est sur ce reportage sportif que nous mettons fin à cette édition de la RPA parleur langue française ce mardi 23 septembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour la bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ningina Hadwe. Passez d'agréables moments chez vous.